Au creux des montagnes du lac Pitt, en Colombie-Britannique, se trouve une mine d'or frappée d'une funeste malédiction. Une équipe d'explorateurs part en quête du trésor et tente d'élucider le mystère entourant la mine. Face à des conditions météo extrêmes et des indices parfois troublants, l'équipe met en œuvre tous les moyens possibles pour révéler la vérité et mettre la main sur l'or tant convoité. La malédiction du condamné, la légende de l'or perdu, dès le 2 janvier sur Historia. Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Ce soir, Christian, c'est la ruée vers l'or. Oui. Qui ne souhaite pas n'en trouver un jour? Écoute, je dois t'avouer d'abord que le sujet de ce soir est un sujet de rechange, parce que durant la période des fêtes, j'ai préparé un agenda pour les thématiques qui seront évoquées au cours de l'hiver et du printemps. Et il n'était pas de mon intention de parler de l'or de Schlumack, parce que c'est de ça qu'on va parler ce soir, jusqu'à ce que je vois à la télé cette publicité qu'on vient d'entendre, publicité qui présentait à Historia une nouvelle émission de chasse au trésor. Donc encore une fois, la malédiction, on avait eu la malédiction d'Oak Island, là c'est la malédiction du condamné, la légende de l'or perdu. Et je vois cette publicité et on nous dit des chercheurs vont tout mettre en œuvre pour découvrir la vérité. Ça tombe bien parce comme que, dans des gens qui cherchent. Bien sûr, et ça tombe bien parce que c'est une histoire que je connais très bien. Okay. Il y a au début des années 2000, alors que j'ai produit des séries dossiers mystères pour Canal D à l'époque, on avait fait une émission sur l'histoire de l'or de Schlumack. Donc on s'était rendu en Colombie-Britannique, on avait rencontré des prospecteurs, on avait rencontré des historiens, des archéologues, des compagnies minières qui travaillent dans le secteur. Donc et on avait fouillé aussi, on avait été à Ottawa, on avait fouillé dans les archives nationales, on a retrouvé parce qu'il y a une histoire, il y a un véritable crime associé à ça. Donc, ces documents-là sont conservés aux archives nationales, dans les archives judiciaires. Donc, on avait retrouvé tous ces documents-là. Donc, j'ai écouté les deux premiers épisodes de la série et j'ai été scandalisé. Quand tu dis, là, tu veux vraiment pas donner la vérité, ben, c'est ça. L'histoire, on nous raconte, c'est une nouvelle série qui vient tout juste de prendre l'affiche à Historia. C'est une version française d'une série qui est présentée du côté de Historia anglais et Story Channel qui s'appelle The Dead Man Curse, The Legend of the Lost Gold. Donc une traduction française, la légende de l'homme, la malédiction de l'homme mort, l'or perdu, la recherche de la légende de l'or perdu. Et cette série-là, donc, on suit un groupe de chasseurs de trésors qui tentent de retrouver un légendaire gisement d'or ou une cache d'or ou une mine d'or. Là, c'est pas trop défini en Colombie-Britannique. Ce gisement, serait associé notamment à un autochtone, un Amérindien de la communauté des Premières Nations Salish, qui a été condamné à la pendaison en 1891 et qui s'appelait Schlumack. Donc c'est pourquoi on connaît dans la région cette histoire-là comme étant l'or de Schlumack. Et ce qui m'a frappé, bien sûr, c'est qu'on en est à une autre série qui promet d'être interminable, comme la malédiction d'Oak Island, qui sont rendus à 15 saisons, mais qui ont toujours pas trouvé le trésor, l'or de la Seconde Guerre mondiale, puis qui se multiplie, puis qu'on trouve pas le trésor, parce qu'il a déjà été trouvé en 1971, fait que si on continue de le chercher, libre à vous, et ou encore l'or perdu des Aztèques. Et ce qui est frappant dans ces histoires-là, on fait exception avec l'or de la Deuxième Guerre mondiale, là, parce que dans cette série de l'or de la Deuxième Guerre mondiale, on recherche de l'or qui aurait été dissimulé par les Japonais aux Philippines et principalement par le général Yamashita. Et selon des documents historiques, là, on n'est pas dans le mythe ou la fantaisie. Yamashita avait accumulé beaucoup, il a pillé à peu près toutes les îles de cette région-là du monde, et l'or qui a été gardé a été dissimulé quand les Japonais ont commencé à voir qu'ils perdaient la guerre avec les Américains après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Yamashita a fait dissimuler aux Philippines d'importantes quantités d'or dans différentes caches. En 1971, il y a un certain Rogelio Rosias qui a trouvé l'une de ces caches. Donc l'histoire n'est pas un mythe, là. Rogelio Rosias a trouvé ça, il a trouvé il y avait de l'or, bien sûr, des lingots, il y avait également un Bouddha
en or. Et le contexte culturel, le contexte politique de l'époque fait que Rochias a été visité par les hommes du gouvernement qui se sont faut se rappeler à l'époque que c'était le gouvernement Marcos qui était là. Donc les hommes de Marcos sont arrivés chez lui, ont saisi le trésor. Éventuellement, lorsque le gouvernement des Philippines a tombé, Marcos et son épouse et les souliers de Madame Marcos ont suivi à Hawaï. Et éventuellement, Marcos est décédé, c'est Ferdinand Marcos, mais Rochias a poursuivi la famille Marcos, et éventuellement, il y a eu un règlement hors cours aux alentours de 25 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Donc, dans le cas de l'or de Yamashita, l'histoire est vraie. Yamashita a dissimulé de l'or aux Philippines. Une cache a été trouvée en 1971. On ignore s'il y en a d'autres. Mais bon, que des gens cherchent l'or de Yamashita, bon, c'est vraisemblable. C'est pas tant une fantaisie dans la mesure où on sait qu'il y a déjà un trésor qui a été trouvé, puis qu'il est possible qu'il y en ait d'autres. Donc, on ne peut qu'encourager les chercheurs à essayer de trouver ça. Donc, on nous fait une série télé, on suit ces gens-là. Bon, ce qui est un peu douteux, c'est de voir un peu les sources d'informations qu'ils consultent pour guider leurs recherches. Puis là, tu sais, quand un gars dit il y a une roche, puis il appelle ça une porte dérobée, puis il pousse la roche, puis il n'y a rien en arrière de la roche, puis il continue d'appeler ça une porte dérobée. Tu sais, moi, je veux dire, des portes dérobées, de même, il y en a plein chez nous, ils mènent toutes dans d'autres dimensions extraordinaires. Il y en a que quand j'étais petit, ils appelaient ça des forts, mais finalement, c'était des tas de neige que je finissais par creuser avec une pelle. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est un peu ridicule, tu sais. Ouais. Puis on sait que les Japonais, à l'époque, quand ils occupaient les Philippines, en fait, toute cette région-là, du sud-est asiatique, ils ont creusé d'énormes tunnels pour essayer de dissimuler. C'était une des techniques de guerre utilisées par les Japonais. Donc, moi, quand je vois les types qui creusent, puis tout d'un coup, ils tombent sur un tunnel, c'est puis là, oh, c'est-tu la cache de Yamashita? Ouais, je veux dire, c'est un peu si je creuse sous Montréal puis je tombe dans un égout, là, je veux dire, c'est pas convaincu que ça remonte à... Tu sais, il y a un trésor de caché là. En même temps, Christian, au Québec, on est très fort sur le tombeau de Champlain. Donc, ouais, c'est vrai, mais tu sais... On peut pas trop juger. Ouais, mais c'est un peu ridicule, cet élément-là, mais le fondement, il est là. Alors que dans d'autres histoires, écoute, je vais péter la balloune, mais il n'y en a pas de trésor à Oak Island. Hein. Il y a eu des travaux qui ont été faits. D'ailleurs, la semaine prochaine, je l'annonce tout de suite, mercredi prochain, on va justement se faire une émission sur les Templiers. On va avoir un invité spécial et qui est un spécialiste de l'histoire des Templiers et comme il connaît bien l'histoire des Templiers, il connaît aussi toute cette histoire-là qui entoure Oak Island. Et on a des relevés qui remontent à 15 ou 20 ans, des prospections qui ont été faites. Il y en a pas de tunnel, il y a pas de trésor à Oak Island. Tout ça, c'est de la fantaisie. C'est pour exploiter votre ignorance. Vous êtes là, semaine après semaine, à regarder ces gars-là qui creusent, qui trouvent des clous, qui trouvent des planches. Et à chaque fois qu'ils trouvent un clou, c'est toujours une découverte significative. Hein? Ah, on a fait une découverte significative. Un clou, Colin, il faut savoir que cette île-là a été occupée par des gens. Hein? Elle était séparée en lots. Et il y a des gens qui habitaient sur cette île-là. Il y a eu des agriculteurs, des fermiers qui étaient là au 16e et 17e siècle. Et là, on a une gang je l'ai dit, je l'assume, une gang de tarlans qui creusent dans l'île. D'un coup, ils trouvent un clou. Oh, découverte extraordinaire. Le clou est tordu. Oh, il doit s'agir d'un clou des Templiers. Et si cette émission-là est diffusée en France, là, quand on entend parler, les Français, là, quand ils doivent entendre parler des Templiers qui sont venus cacher des clous à Oak Island, en Nouvelle-Écosse, ils doivent rire en tabarnouche, là. Ils doivent, entre ça puis les anciens numéros de Vaudeville de Louis de Funès, là, je veux dire, ils doivent avoir de la difficulté à faire un choix. C'est d'une stupidité, mais désarmante. Et je vous le dis, là, je vous pétez votre ballon, là, mais il n'y en aura pas de dénouement. Continuez de regarder La Malédiction d'Oak Island, là. Il n'y en aura pas de dénouement. Je vous le dis, là, à la fin de la 18e, 19e, 20e saison, ça n'a pas d'importance. Ils peuvent vous étirer ça jusqu'à 30 saisons. Je vous le dis, là, ils n'en trouveront pas de trésor. Parce qu'il n'y en a pas de trésor. Parce que au départ, il faut savoir que dans les comptes rendus originaux, cette histoire-là a été forgée.
Au début, quand on raconte cette histoire-là, et on l'entend à chaque fois que l'émission La Malédiction de Oak Island commence, on nous raconte une histoire qui n'est pas vraie. On nous dit, oui, on a trouvé un puits, puis là, les jeunes ont creusé, puis là, toutes les 10 pieds, il y avait une plateforme en bois, puis à la plateforme 90 pieds, ils ont trouvé une roche qui était gravée. Cette histoire-là s'est construite avec le temps. Au départ, des jeunes ont trouvé une dépression. Les premiers articles publiés dans les journaux à l'époque ne parlent pas de plateformes qui ont été trouvées. Les plateformes apparaissent plus tard. Et ensuite, la roche apparaît plus tard parce qu'on veut chercher, on croit qu'il pourrait y avoir quelque chose d'enterré. Donc, on veut faire appel à des gens qui vont venir investir. Et donc là, on fait à croire qu'on a trouvé une pierre. C'est une histoire qui se construit d'année en année, et tout ça dans le but éventuellement d'emmener des prospecteurs dans l'île parce que au départ, on croit légitimement qu'il pourrait y avoir quelque chose d'enterré. Et puis éventuellement, on perd le contrôle de ça, et l'histoire de Oak Island devient une légende. Mais tu sais, c'est comme essayer de trouver la légende, de trouver l'Arche d'Alliance de Moïse ou des trucs comme ça. Ça relève d'une espèce de fantasme. Et on a des relevés dans ce genre d'émission, Camille. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on ne nous dit pas. On exploite, bien sûr, notre envie de vivre l'aventure, mais on exploite notre ignorance sur des faits historiques, sur des faits qui sont connus, qui ont été Ou encore, comme tu dis, l'espèce de phrase passe partout, mais on nous a peut-être caché des choses, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on nous donne la réponse et on trouve un bout de bois. Tu sais, Morgan a trouvé un bout de bois qui pourrait provenir d'un bateau corsaire conduit par les Vikings. Écoute, là, tu sais, on nous donne une réponse, on nous donne le scénario, tu comprends-tu? Alors qu'ils ont trouvé un bout de bois, c'est tout ce qu'ils ont trouvé, un bout de bois. Ils peuvent spéculer, c'est peut-être le bois du berceau de Jésus, hein, ça se peut, ça. Mais c'est un bout de bois. C'est rien d'autre qu'un bout de bois sur une île qui a été occupée par des fermiers, par des agriculteurs. Puis ça se peut qu'à un moment donné, un agriculteur se soit donné un coup de marteau sur le doigt, il a pogné son clou, puis il l'a garoché à bout de bois, à bout de bras. Puis là, tout d'un coup, ces gens-là, 200 ans plus tard, ils creusent dans un marécage, puis ils trouvent un clou. Oh mon Dieu! Un clou trouvé dans le marécage. Qu'est-ce qu'un clou peut faire dans le marécage? Il faut que ce soit des gens qui sont venus cacher un trésor dans le marécage avec des clous. Mais c'est d'une stupidité, mais complètement désarmante. Et je m'étonne que les gens qui soient associés à ça, il y a notamment un archéologue qui fait partie de l'équipe, je l'ai vérifié. C'est un archéologue, il a suivi des cours en archéologie, mais sa spécialité n'est pas celle pour laquelle il est utilisé. Donc, il n'est pas un spécialiste des anciennes constructions de l'époque des colonies, tout ça. Donc, c'est un véritable archéologue, mais il n'y a pas nécessairement la formation nécessaire pour entretenir le discours qu'il tient, mais néanmoins, c'est un véritable archéologue. Et je m'étonne. Mais bon, je l'avoue qu'il n'y a plus grand-chose qui m'étonne. Mais je m'étonne quand même de voir qu'un archéologue qui est compétent, qui a une formation dans cet univers-là, accepte de participer à cette mascarade, parce que ce n'est rien d'autre qu'une mascarade. Donc, continuez de regarder Oak Island, c'est divertissant, ils en sont rendus à 12, 13 saisons, ils chargent des puits, puis là, ils continuent de faire des découvertes tout à fait significatives, mais on semble oublier que depuis 17 saisons, on cherche un trésor, et après 17 saisons, ils ont trouvé 4 clous, 3 planches de bois, puis un paquet de roches. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. C'est d'une stupidité désarmante. Il y a une autre série, donc on passe sur l'histoire de l'or de Yamashita, qui, elle, repose sur de véritables données historiques, mais il y en a une autre qui vient de prendre l'affiche depuis quelques mois, Historia, qui est l'or des Aztèques. Et là, on a un groupe de chasseurs de trésors qui cherchent l'or des Aztèques en Utah. Écoute, moi, j'essaie d'imaginer tous les gens qui ont une formation, et j'en ai une, sur l'histoire du Mésoamérique. Et ces gens-là, et je suis le premier, on se tord à regarder ça. Là. De penser, il y a une légende, quand on parle de l'or des Aztèques, ils partent de la prémisse qu'une légende chez les populations aztèques qui disent qu'au moment où les Espagnols sont arrivés, on est au début du 16e siècle, lorsque les Espagnols arrivent dans cette grande région de Mexico, tout ça, bon, grosso modo, on est 1519-1520,
La légende raconte que les Aztèques auraient pris l'or qu'ils avaient, parce qu'il y avait, on a capturé Moctezuma, je rentrerai pas dans toute l'histoire, mais qui était le dernier empereur des Aztèques, on avait demandé une rançon. Bon, et là on raconte qu'à ce moment-là, les Aztèques auraient déplacé l'or, les richesses du peuple aztèque, ils l'auraient déplacé dans des terres lointaines au nord. Donc ça c'est la légende, des terres lointaines au nord. Mais écoute, le tata, là, les terres lointaines au nord, là, c'est pas l'Utah. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de trace de présence aztèque aux États-Unis. Ça se limite à peu près, là, on peut déborder un peu sur le Nouveau-Mexique, sur le sud de la Californie, mais ça s'arrête là. Tu sais, les Aztèques, là, ils n'ont pas passé en volant, là, ils sont pas partis, là, de Mexico, là, qui était Teotihuacan à l'époque, le nom de la ville. Ils sont pas partis de là en volant pour débarquer dans l'Utah. Le déplacement d'une colonie ou d'un groupe de gens aztèques qui se seraient déplacés du Mexique jusqu'au centre des États-Unis aurait laissé derrière eux des vestiges. Ça s'est pas fait de même. Il y en a pas de ça. Puis quand on parle de terres lointaines, rappelle-toi, Camille, tu lis des comptes rendus il y a 250 ans, tu vas lire des trucs du genre « Nous avons fait un très long voyage, dans les temps de la colonie. Là. Nous avons fait un très long voyage que nous avons préparé pendant des mois. » On est allé de Montréal à Trois-Rivières. Ça, c'était à l'époque un très grand voyage. On embarquait sur le bateau, on descendait. Je pensais que tu avais parlé d'un bateau au moins. Là. C'est ça. Mais écoute, ça, c'était un très long... C'est exactement la même chose. Là. Pour les gens, là, les Aztèques, là, quand on parle... Le monde, là, c'était quelque chose qui était tenu dans je te dirais, un périmètre de 100 kilomètres. C'était ça, le monde. C'était ça, leur univers. Donc, d'aller chercher le trésor dans l'Utah des Aztèques, ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens. Et si les Espagnols l'avaient pris, il n'aurait pas été dissimulé non plus dans l'Utah. Il l'aurait ramené en Espagne. Il y a comme une stupidité. Tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens. On nous bourre, on nous raconte des histoires comme celle-là avec aucun intérêt de nous raconter la vérité. On nous prend pour des maudites cruches. Et j'avoue que je suis tanné d'entendre ça, des trucs comme ça. Écoute, j'ai l'impression, et je sais pas, c'est peut-être parce que je suis devenu un vieux monsieur un peu aigri, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, on multiplie des émissions à la télévision où on prend toutes sortes de libertés avec l'histoire. On en a parlé il y a quelques semaines à peine de cette nouvelle série à Netflix, là, à l'aube de l'humanité, là, Ancient Apocalypse, qui soulève un véritable tollé dans les milieux archéologiques et historiens. Il y a même l'Association des archéologues aux États-Unis qui ont envoyé une lettre à Netflix, leur demandant expressément, parce qu'il y avait un tel mépris de l'archéologie et des archéologues dans cette série-là, qu'on a demandé expressément à Netflix de retirer cette série-là de la catégorie documentaire. On ne dit pas de ne pas la diffuser, mais de prétendre que c'est un documentaire, c'est de prendre les gens pour des imbéciles. Les archéologues et les historiens aux États-Unis disent, mettez ça dans de la fiction ou quelque chose comme ça, mais pas documentaire. C'est du grand n'importe quoi, c'est de la pseudo-science, c'est de l'obscurantisme. Et on le voit de plus en plus dans des séries, c'est cette liberté qu'on prend à dire n'importe quoi. Écoute, comment a-t-on... Et je suis toujours un peu étonné de ça, même si plus rien m'étonne, mais de voir qu'on a pu faire, il y a 2 ans, par exemple, une série à la recherche d'Hitler, où on cherchait Hitler en Amérique du Sud, en Argentine, où il aurait fui après la Deuxième Guerre mondiale, alors que depuis 1945, l'armée rouge a la mâchoire d'Adolf Hitler et ses os qui ont été extraits du bunker. Et on a des registres, des identifications dentaires qui ne laissent absolument aucun doute qu'il s'agit bel et bien du corps d'Adolf Hitler qui a été récupéré par l'armée rouge au lendemain de du suicide du Führer au bunker à Berlin. C'est comment... Et ça, c'est connu des historiens, là. Même au début des années 70, il y a eu un congrès, je crois que c'était à Oslo, un congrès de denturologie, où on a présenté la mâchoire d'Adolf Hitler et on présentait comment
comment on avait fait un travail, parce que Hitler avait une très mauvaise dentition, donc de quelle façon on avait fait des ponts pour réparer sa mâchoire. Donc tout ça avait été présenté durant un congrès au début des années 70. Ce sont des faits qui sont connus, là. Tu sais, je veux dire, tu ne peux pas faire table rase d'un savoir pour essayer d'inventer des fantasmes. Et qu'on regarde ces émissions-là en se divertissant parce que c'est amusant, mais c'est une chose, mais venez pas nous dire que vous cherchez la vérité, là, c'est pas vrai. Je veux bien me faire entuber, là, je veux bien me faire, je vous dirais pas le mauvais mot, là, mais au moins si j'avais un peu de plaisir, mais là, j'en ai pas. Je regarde ça, puis je suis choqué de voir ça, puis je suis choqué pour les gens qui regardent ça, qui n'ont pas de formation en histoire, qui regardent ça et qui croient fondamentalement que l'histoire, c'est ça, et qu'on leur présente une véritable facette de l'histoire. Ce n'est pas vrai. On veut vous entuber, on veut étirer une série. Là, on est parti, tu sais, la malédiction du condamné, la légende de l'or perdu, comme ça a été la malédiction d'Oak Island. Ben, demain matin, là, ce qu'on veut, c'est étirer une série, faire 2, 3, 4, 5, 6 saisons, où les gens, comme des idiots, se mettent devant leur téléviseur pour essayer de suivre ça en espérant qu'on va trouver quelque chose. Moi, demain matin, j'ai fondamentalement envie d'aller présenter à Historia une nouvelle série, La malédiction du crépuscule, à la recherche du bonhomme 7 heures. On va pouvoir faire pendant des saisons parce que on ne trouvera pas le maudit bonhomme 7 heures. On ne trouvera pas son tombeau nulle part. Non, c'est ça, c'est à la recherche du papillon. On va sortir, oh oui, un vieux conte ici du 18e siècle, du bonhomme 7 heures, puis on ouvre la partie pour Chicoutimi dans l'espoir de trouver le bonhomme Satan. C'est d'une stupidité, mais désarmante. Cela étant dit, c'était ma version un peu éditoriale. Un peu? Ça en prenait un en début de saison? Ouais, je vois que je me laissais entraîner, mais ça me choque, vraiment, ça me choque. Je dis souvent en conférence, j'ai dit, moi, ça fait 45 ans que je suis dans cet univers-là. Et j'ai vu plein de gens qui étaient des amoureux de croyances un peu fantastiques, des gens très vendus à... On est visité par des extraterrestres, les fantômes, tout ça. Mais ce que je n'ai pratiquement jamais rencontré en 45 ans, c'est des amoureux de la vérité. J'en ai pas. J'en ai jamais vu. On dirait que je suis tout seul dans ma gang. C'est pourquoi je n'ai pas d'héritier. Moi, si je meurs demain matin, tous mes dossiers, tout le matériel que j'ai va disparaître. Il n'y aura pas de relève. Il n'y en a pas un autre Christian Page Junior qui est là, qui attend pour dire, là, je vais essayer de mettre les pendules à l'heure, puis qu'on voit qu'est-ce que c'est la vérité. Non. On a ou bien des sceptiques qui disent à peu près n'importe quoi et qui connaissent généralement pas les sujets sur lesquels ils s'expriment. Et de l'autre côté, on a tous ces gens-là qui sont dans leurs histoires, dans leurs fantasmes, qui nous racontent ça comme si c'était des vérités, en faisant fi, bien sûr, de ce que la science, de ce que l'histoire nous a appris, parce que c'est pas ça la vérité. Cela étant dit, comme je connaissais l'histoire de Slumac et que j'ai vu ça à la télé, j'ai dit... Puis là, je lance pas la pierre à Historia. Hein. Historia ne présente qu'une série qui est diffusée déjà aux États-Unis, puis on la présente. C'est sûr que je me questionne toujours quand on voit dans des émissions, on le voit de plus en plus, une émission de télé qui commence, puis là, on voit un bandeau qui apparaît, puis on nous dit les opinions exprimées dans cette émission ne sont pas le reflet du diffuseur. Oui. Tu sais, je me demande dans quelle mesure on peut se dédouaner en faisant ça. Tu sais, tu comprends, c'est comme... toi, par exemple, t'as un magasin ou un restaurant, tu sais, puis tu dis, nous, dans notre restaurant, là, si vous entrez puis la nourriture que vous mangez est pas bonne, on se déchange. Nous ne sommes que les propriétaires du restaurant. On n'est pas les cuisiniers. Tu sais, tu dis, attends une minute, là, c'est quand même ton restaurant, là. T'as quand même une responsabilité. Donc, que le réseau se dédouane toujours en disant, ah oui, mais l'opinion qui est exprimée ici n'est pas celle du diffuseur. Excuse-moi, là, mais quand un réseau qui s'appelle Historia, puis que tu présentes nos ancêtres, les extraterrestres, ou des merdes, je le dis, des merdes comme la malédiction d'Oak Island, ou des trucs comme ça, à un moment donné, y a-t-il une responsabilité? Tu sais, y a-t-il quelqu'un qui est imputable de la programmation? En tout cas, si je pose la question, là, comme journaliste, je pose la question, voilà. Donc, dans le cas de les gens qui vont regarder cette série, puis je vous encourage à la regarder, La malédiction du condamné, la légende de l'or perdu,
je vous invite à la regarder. Encouragez nos réseaux locaux. Mais en même temps, vous devez savoir quelle est la vérité derrière cette histoire-là. Ensuite, si vous vous laissez entraîner dans les fantasmes de ces chasseurs de trésors, libre à vous. Mais au moins, vous allez avoir la base de cette histoire-là. D'où elle vient? Comment ça a commencé, cette affaire-là? Donc, il est déjà rendu 7h25, puis je suis toujours en train de te faire mon éditorial. C'est bien correct. On fera une pause, on coupera les deux. OK, donc, écoute, je vais me défâcher, je respire par le nez. Hey, hier, je le souligne comme ça, Austin Butler a remporté le Golden Globe pour son extraordinaire incarnation d'Elvis Presley dans le film Elvis. J'étais content et ça me permet comme ça de décompresser. Donc, si vous voulez voir un excellent film où vraiment le comédien incarne, il habite son personnage, Austin Butler, il est excellent dans le rôle d'Elvis Presley. Cela étant dit, d'ailleurs, Elvis, qui était sur la liste des 200 plus grands interprètes du Rolling Stone Magazine, donc je n'irai pas manifester à New York devant le bureau de Rolling Stone. Cela étant dit, cela étant dit, d'où vient cette histoire de l'or de Slumac? Ça a plusieurs noms. On l'appelle l'or de Slumac. D'autres parlent de la mine perdue de Pitt Lake. Donc, comment tout ça commence? Ça commence par un fait divers criminel qui est tout à fait authentique. Nous sommes le 8 septembre 1890. Il y a deux autochtones, un métis et un autochtone, un certain Louis Bouvier, qu'on surnomme localement Louis B. Lui, c'est un métis qui habite la ville de Kanata. Et il y a un certain Charlie Seymour, qui lui est un Amérindien qui habite à Harrison Mill. Tout ce que je te raconte, ça se passe, il faut quand même se rappeler qu'on est au 19e siècle, on est à peu près à une centaine de kilomètres à l'ouest à l'est, de ce qui est la ville de Vancouver à l'époque. Donc, tu vois, on est dans les montagnes, ce n'est pas les montagnes rocheuses, ce sont les montagnes qu'on dit la chaîne côtière, mais c'est une région excessivement sauvage, même si on est à peu près à 100 kilomètres de Vancouver, on est vraiment au milieu de nulle part, c'est vraiment une région excessivement sauvage. Et il faut savoir que la première nation dominante qui vit sur ces terres de la côte ouest, ce sont les Autochtones Salish. Donc, le 8 septembre 1890, on a ces deux bonhommes, Louis Bouvier et Charlie Seymour, qui descendent la rivière en canot. Et à un moment donné, Bouvier, Louis B, comme on le surnomme, Louis B voit sur la rive de la rivière un autre canot qu'il reconnaît être celui de Slumac. Il n'a pas de prénom, Slumac. Le Slumac, c'est un autochtone de la Première Nation des Salish. C'est un homme, on connaît pas parce que, il n'y a pas d'acte de naissance, là, mais on lui donne à peu près 60 ans, puis c'est un solide bonhomme. Il fait pratiquement 2 mètres, là, tu vois, là, en pied, là, c'est 6 pieds 4, 6 pieds 5, là, c'est vraiment un solide gaillard. Là. Et malgré qu'il a 60 ans, puis c'est un coureur des bois qui est aguerri, bien sûr, à vivre en forêt, tout ça. Donc, Louis B et Slumac ont eu de nombreux différends dans le passé. Et la raison de leur différence, c'est principalement, il y a eu une histoire de femmes, notamment là-dedans, mais principalement, c'est que Bouvier accuse Slumac d'avoir placé des pièges pour attraper du gibier dans des régions, sur des terres que lui, Bouvier, revendique comme étant les siennes, comme étant son terrain de chasse. Et ça a créé beaucoup d'animosité entre les deux hommes. Donc, alors qu'ils descendent, contrairement à ce qu'on va te raconter dans la série, Bouvier se serait peut-être intéressé à l'or de Slumac. Ça n'existe pas, là. L'or de Slumac, à ce moment-là, ça n'existe pas. C'est une invention qui va arriver après, là. Ça n'existe pas à ce moment-là. La cause du différend entre Bouvier et Slumac, c'est cette histoire de piège principalement. Donc au moment où Bouvier et Seymour descendent la rivière en canot, ils voient Louis B voit sur la grève le canot de Slumac. Alors qu'il se dit c'est le canot de Slumac, il dit à son compagnon, on va accoster, puis ce sont des gens qui sont bagarreurs, qui sont vindicatifs.
sportif, puis il ne manque jamais une occasion d'en venir au point. Donc, il accoste, et là, on commence à fouiller la forêt aux alentours, et d'autant plus que Bouvier, on est sur la rivière Alouette, et c'est un secteur que Bouvier utilise pour capturer lui-même du gibier. Donc, tu vois, en voyant le canot de Schloumack, il se dit, ce tabarnouche-là, il est encore en train de mettre des pièges sur mon territoire. Donc, il accoste. Il a l'intention, bien sûr, de confronter Schloumack. Et là, bien sûr, les deux hommes se retrouvent rapidement nez à nez. Bouvier prend une hache. Et ça, ce que je te raconte là, n'est pas un mythe. On te le dit pas dans l'émission. Les 2 épisodes que j'ai vus, on nous a raconté n'importe quelle bêtise, mais on nous a pas dit ça. Et pourtant, ce que je te raconte là, c'est dans un document. Ce sont des documents qui sont conservés aux Archives nationales. C'est un dossier criminel. Et tout ce que je te raconte là est dûment rapporté noir sur blanc. Donc, au moment où Bouvier voit Schloumack, il sort une hache de son havresac, se précipite sur Schloumack en disant « Je vais te couper la tête, mon sacre à moine ». Et là, Schloumack, lui, a une carabine, et là, lorsqu'il voit Bouvier se diriger vers lui, il lève sa carabine, tire une seule balle, qui atteint Bouvier sous l'aisselle. La balle rentre dans la cage thoracique et l'atteint directement au cœur. Bouvier s'écroule d'un seul coup, raide mort. Son compagnon, à ce moment-là, Charlie Seymour, qui assiste à la scène, lui, il décide de prendre les jambes à son cou. Il s'enfuit dans la forêt. Il va rejoindre, le même soir, New Westminster, qui est une ville qui est juste limitrophe à Vancouver aujourd'hui. Il va se rendre là, va rencontrer les autorités. On a une police nationale, une police provinciale qui est là. Et la police du territoire. Et là, Seymour va raconter ce qui s'est produit dans la forêt, comment Schloumack a tiré sur Bouvier. Entre-temps, lui, sur le site même de la scène de crime, Schloumack prend le corps de Bouvier, le place dans son canot avec lequel il est arrivé, et il le pousse sur la rivière. Et ce sont des pêcheurs un peu plus bas sur la rivière qui vont voir arriver le canot et trouver le corps de Bouvier à l'intérieur. À ce moment-là, donc dès le lendemain, sur la déclaration de Seymour, les policiers vont lever un mandat d'arrestation contre Schloumack. Ils vont se rendre à sa cabane. Il a une cabane dans les bois. On se rend à sa cabane, qui est peut-être à une vingtaine de kilomètres de New Westminster. Donc, on se rend sur place. On trouve la cabane de Schloumack. On la fouille. Non, on n'a pas trouvé d'or. Et là, c'est ça qui est triste, parce qu'on a des documents là, qui sont très précis. Par exemple, lorsque l'on fouille la cabane de Schloumack, on a un policier qui s'appelle William Morrisby qui va raconter comment ils sont arrivés à la cabane, ce qu'ils ont fouillé. Il fait un répertoire de tout ce qu'il est trouvé, puis non, il n'y a pas des pépites d'or grosses comme des noix. C'est de la foutaise, ça, là. Donc, on arrive là, on fouille la cabane de Schloumack, il n'y a rien, aucun objet de valeur, et on incendie la cabane de Schloumack. Parce que l'idée, c'est que l'hiver va approcher, et on sait que Schloumack est capable de vivre longtemps en forêt, et d'autant plus si la température est idéale, pas trop froid, il peut rester longtemps. Mais on se dit, si on brûle sa cabane, là, éventuellement, il n'y a plus d'abri. Il va devoir vivre au jour le jour, faire des bivouacs. Et à ce moment-là aussi, les policiers vont rencontrer les communautés autochtones locales et on les menace de les arrêter, de représailles s'ils tentent d'aider Schloumack. Et éventuellement, le 24 octobre, alors que la température, bien sûr, se refroidit, Schloumack, on a fait de grandes battues dans les forêts pour retrouver Schloumack, on ne l'a pas trouvé. Et là, éventuellement, le 24 octobre, Schloumack, amaigri, fatigué, se rend lui-même aux autorités. Donc, et il va plaider la légitime défense, il va raconter cette histoire. Bon, là, il y a comme deux versions, parce qu'il y a que 2 témoins vivants, là. Il y a Schloumack qui a abattu Bouvier, et il y a Charlie Seymour, l'ami de Bouvier, qui a été témoin de la scène. Donc, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Schloumack va prétendre qu'il s'agit d'un acte de légitime défense, puisque Bouvier s'est jeté sur lui, hache à la main. Alors que Charlie Seymour prétend que Bouvier n'avait pas l'intention de frapper Schloumack. C'est vrai qu'il avait une hache à la main, mais il n'a pas fait de geste pour l'attaquer. Schloumack a levé sa carabine et a abattu Bouvier. Quoi qu'il en soit,
fois, il y a un procès qui se tient, un procès qui est très expéditif. Les gens vont mettre le jury, composé essentiellement d'hommes blancs, tu l'auras bien compris, vont mettre moins de 15 minutes pour reconnaître Schlumack comme étant l'assassin en question. Et il va être pendu le 16 janvier 1891 au pénitencier de New Westminster. Et tout ce que je viens de te raconter là, c'est raconté en détail dans un document de plus de 250 pages qui est conservé dans les archives judiciaires à Ottawa, aux archives dans un département des archives nationales. Donc ici, là, il n'y a pas... t'as beau inventer n'importe quelle stupidité pour embobiner des gens, pour les entuber, mais ces documents-là, ils existent. T'as beau essayer de... Invente tant que tu veux, là. Ces documents-là, si des gens qui nous écoutent voient cette série-là, ils disent, ben là, on aimerait s'en savoir davantage sur Schlumack, ben là, ce document-là est accessible. Dans ce document-là, à aucun moment, il n'est question d'or. Ça n'existe pas. Tu comprends? Au départ, là, c'est pas là, cette légende-là. Il n'y a pas d'histoire d'or, puis de mines mystérieuses, puis que Schlumack a été retrouvé avec de l'or sur lui. C'est pas vrai. Ça pète la balloune. Ah oui, il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est vraiment des fadaises, là, tu sais. La légende de Schlumack, elle naît légèrement après ça, hein. C'est l'histoire du téléphone arabe. On se raconte des histoires, puis on aime bien ça, hein. Puis à l'époque, il faut quand même se rappeler qu'on est à la fin du 19e siècle. Il y a une espèce de ruée vers l'or qui se fait, hein, vers les territoires du Yukon, vers la Colombie-Britannique. Donc, on aime fantasmer sur toutes sortes de choses. Donc là, on commence à raconter des histoires. L'une d'entre elles serait que Schlumack aurait découvert dans la région de Pitt Lake, Pitt Lake, ça se trouve là, tout près à une trentaine de kilomètres au nord de New Westminster, là. C'est donc pas tellement loin de Vancouver, là. Mais je te dis tout de suite, si tu essaies de te rendre là, il n'y a pas de route qui te rend là. Je veux dire, il faut que tu y ailles en canot puis tout ça, là. Tu sais, c'est vraiment très sauvage. Même si on est proche de Vancouver, là, ça reste un endroit très sauvage. Donc, on commence à dire que Schlumack aurait découvert dans la région de Pitt Lake un riche gisement. Parfois, on parle d'un gisement. Parfois, on parle d'une mine. Puis tout ça serait caché dans les montagnes de Coquitlam. Mais bon, on commence à raconter ça. Et puis ensuite, des années allant, donc des gens, on rajoute, hein, la légende grandit. Là, on raconte que Schlumack aurait été vu parfois à New Westminster avec des pépites d'or grosses comme des noix, puis il aurait déposé ça dans des comptes de banque, puis il aurait fait changer ça pour de l'argent sonnant. Puis selon la légende, ben c'était $200, puis selon d'autres légendes, c'est 2000, puis sur une autre légende, c'est 20 000, puis sur une autre légende, c'est 2 millions. Mais le chiffre que tu veux, là, c'est bon. Okay. Donc, on entretient ça. Il n'y a rien, hein, je te le dis, il n'y a rien qui... Si on regarde dans les documents, il n'y a pas de transactions bancaires, il n'y a pas de documents officiels. Il y a et les gens, ce qui m'étonne, c'est de voir les chasseurs de trésors de cette fameuse série qui s'appuient sur des articles de journaux. Mais les articles de journaux ne font que reproduire la légende. C'est du n'importe quoi, ça, là. Tu sais, on raconte ci, on raconte ça. Mais oui, mais ça repose sur rien. Les documents, on a un rapport qui est le rapport du procès de Schlumack pour les accusations sur le meurtre de Bouvier. Mais il n'y a pas question d'or là-dedans. On sait que quand on a fouillé sa cabane, on n'a rien trouvé non plus. Et toutes les histoires de transactions, de pépites d'or qu'on se met à raconter par la suite, elles sont appuyées par aucun document officiel. Ce ne sont que des légendes, des raconteurs, des bobards qu'on trouve dans les journaux. Je vous le dis tout de suite, ça va peut-être péter la balloune, mais si vous lisez dans un article de journal que quelqu'un a vu des extraterrestres ou qu'il a vu des extraterrestres puis il a parti une secte puis il se promène avec un gros médaillon autour du cou puis il se fait appeler Sa Majesté, ça veut pas dire que c'est vrai, là. Non. Hein, c'est ça. Ça veut pas dire que c'est vrai, ça, là. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici. On a une répercussion de la légende dans les journaux de New Westminster, de Vancouver. Ça se développe surtout dans les 20 années qui vont suivre la mort de Schlumack. Et comme il est mort, c'est un peu mystérieux, c'est un Amérindien solitaire, là. On aime bien inventer ces histoires-là. On nous dit également que
durant cette période, Schlumack allait de temps en temps dans sa mine. Hein, ça, c'était avant qu'il assassine Bouvier, bien sûr. Il allait ça dans sa sonne mine. un peu gobelin, hein, comme histoire. Oh, oui. Et là, il revenait, puis il emmenait des squaws avec lui, hein, des autochtones, des femmes autochtones. Je dis squaws, je vais pas être péjoratif en disant ça, mais c'est le terme utilisé dans les journaux de l'époque, hein, qui font la promotion de la légende de Schlumack. On dit, Schlumack, quand il s'en allait dans les montagnes, il emmenait des squaws avec lui. Et on dit qu'à chaque fois qu'il redescendait de la montagne où il avait été chercher de l'or, dont on n'a jamais vu la moindre trace, il assassinait les squaws parce que les squaws étaient bonnes pour réchauffer son lit durant le trajet. Mais quand il revenait à New Westminster, de peur que les squaws ne révèlent la cache au trésor, il assassinait les squaws. Bien sûr, il y a jamais aucune accusation qui a été portée là-dessus. Il y a des gens qui ont dit, Schlumack aurait même avoué avant d'être pendu qu'il avait assassiné 10 personnes. Ça n'apparaît pas dans les minutes du procès. C'est une histoire qui se gonfle. On dit aussi, Schlumack, au moment, juste avant de mourir, aurait confié à son fils unique la location de la mine. Ben, ça va pas bien. Schlumack avait 5 fils. Lequel? Là, il y avait un fils unique qui était 5. Bon, c'est peut-être le mystère un peu comment Jésus-Christ, le Saint-Esprit et Dieu ne font qu'un. Fait que peut-être que les 5 fils de Schlumack ne faisaient qu'un seul, mais quoi qu'il en soit, quand t'entends la légende dire, le fils unique de Schlumack aurait hérité du secret de son père, ben, il y en avait 5 fils, Schlumack. Et là, l'histoire raconte que le fils de Schlumack se serait associé ou bien avec un prospecteur véreux, ou avec un assistant dentiste. Il l'aurait amené à la mine. L'assistant dentiste aurait assassiné le fils de Schlumack. Tu vois, c'est une belle légende, là. Il y a une histoire qui est vraie. On est aux alentours, faut quand même mentionner qu'en 1906, et parce que je me suis pris une petite note, parce que les chasseurs de trésors l'ont évoqué. En 1906, il y a une lettre qui va se mettre à circuler, qui est signée par un certain John Jackson ou Jack Jackson, on n'est pas sûr. Certains disent que c'est un prospecteur de San Francisco, d'autres de la Colombie-Britannique, d'autres du Yukon. Ben, peut-être aussi qu'il venait de Mars ou de Vénus, on ne sait pas. Il n'y a aucune preuve que ce John Jackson n'a jamais existé, mais il y a une lettre qui commence à circuler dans laquelle ce soi-disant Joe Jackson aurait trouvé la mine ou le gisement de Schlumack. Et là, il décrit ça, il dit, c'était comme une rivière, puis là, il y avait des pépites dans le fond de la rivière, c'était une petite crique, là, puis il dit, j'étais comme sur un promontoire, puis quand j'ai regardé en bas, le soleil frappait là-dessus, puis ça brillait de toutes parts, mon Dieu. On dirait quasiment les cités d'or que je regardais quand j'étais petit gars, là. À la télé, les cités d'or, là, il dit qu'il est descendu là, puis il y avait des pépites grosses comme des noix. Mais bien sûr, il n'en a pas ramené, hein, parce que là, il s'est perdu dans le bois, puis il dit toujours dans sa lettre, hein, il y avait comme un sac avec les pépites, puis il a perdu le sac. Bien sûr. Et là, accompagné de cette lettre, il y a également une carte. Donc, tout ça commence à circuler en 1906. Mais pose-toi la question, la carte, on la vend pour $1. Mais semble que si j'avais la carte d'une rivière d'or, j'irais la chercher. Tu sais, j'irais pas la vendre pour $1. Fait que là, on multiplie. Bon, à moins que ce soit des fausses routes. Tu sais, tu fais de la fausse publicité, c'est les historiens, quand tu t'adresses aux historiens, quand j'ai rencontré plein d'historiens, là, très embarqués puis très connaissants du folklore et des légendes de la Colombie-Britannique. Unanimement, tous ces gens-là nous disent, ben là, c'est du folklore, c'est de l'invention, il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est un canular comme il en existait souvent. Puis il faut se rappeler que les journaux à l'époque, hein, il y avait comme une bataille des journaux, c'est celui qui racontait l'histoire la plus fantastique. Donc les journaux racontaient des canulars aussi, ils montaient des canulars de toutes pièces. C'était une guerre, c'était la guerre du papier, là. Et bon, ben cette histoire-là de Joe Jackson est probablement une histoire inventée, mais quelqu'un a pris le train en marche, puis a fait des fausses cartes, puis des faux dessins, puis là, on vendait ça. Tu sais. Donc, et à partir de là, il y a un événement qui est quand même intéressant, qui lui est tout à fait historique. En 1920, il y a un prospecteur, un homme dans la cinquantaine, qui s'appelle Robert Allen Brown, qu'on connaît, qui est très connu en Colombie-Britannique, dans cette région-là, qu'on surnomme Volcanic Brown. C'est un prospecteur qui a trouvé d'autres gisements dans le passé, qui a vendu, hein, c'est un prospecteur, il a trouvé des gisements, il les a vendus à des compagnies d'exploitation, il a fait beaucoup d'argent.
Donc, c'est un homme assez aisé. Il a tiré beaucoup d'argent de ses ventes. Et là, il décide, il y a la carte, la fameuse carte qu'on peut acheter pour une pièce. Là. Donc, il arrive, il débarque à New Westminster avec sa carte et Brown est convaincu que la carte doit être vraie. Et là, ce qu'il va faire pendant des années, il va partir entre le mois de mars et le mois d'octobre à peu près. Il va remonter vers un glacier qui s'appelle le Stave Glacier. Il va se rendre sur place, il va s'installer là et il va faire de la prospection. Chaque année, quand arrive l'automne, il redescend à New Westminster et ça lui arrive parfois d'avoir des petites quantités d'or, mais rien de très important, là, une pépite par-ci, par-là qu'il vend, puis ça peut y rapporter 300-400 $, ça lui permet de subsister jusqu'au printemps suivant, puis là, ensuite il repart, puis il fait de la prospection. Encore une fois, la légende va élargir ça en disant « Ah oui, Brown revenait avec des quantités faramineuses d'or. » C'est pas vrai. Les registres sont clairs là-dessus. Là. Il revenait avec des petites quantités d'or qui étaient... La seule chose que ça indiquait, c'est que probablement que dans ces montagnes-là, il pouvait y avoir, comme dans n'importe quelle prospection, tu peux trouver de temps à autre une petite pépite par-ci, par-là, mais des flocons, c'est rien de plus que ça. Et puis, ce qui va rendre célèbre Brown, c'est que d'ailleurs, à un moment donné, il va tarder à redescendre à New Westminster et il va rester sur le glacier un peu plus tardivement jusqu'en novembre. Il va avoir des engelures. Et Brown, plutôt que de risquer la gangrène, c'est quand même incroyable. Imagine-toi, c'est un bonhomme dans la cinquantaine, là. Et plutôt que de risquer la gangrène, il va se couper les orteils avec son canif. Et il va mettre son pied dans une boîte de conserve qu'il va enrouler dans du bandage et il va redescendre à New Westminster de cette manière-là. Et d'ailleurs, il y a une photo célèbre qui a été prise, je crois, c'est en 1927 ou 1928, où on voit le Brown, Volcanic Brown, qu'on voit avec sa conserve autour du pied, là, quand il est arrivé à New Westminster. Donc, ça va le rendre célèbre, ça ajoute à sa légende, mais en 1931, Brown ne redescend pas de la montagne. Donc, il va y avoir un comité, un groupe de gens qui vont se lancer à sa recherche et ils vont retrouver son campement au pied du fameux Stave Glacier, mais on ne retrouvera pas jamais Brown. Et dans ses effets personnels, on va retrouver 11 onces d'or. C'est pas beaucoup, là, tu sais. 11 onces. Bon, là, des gens vont dire, ils ont trouvé des kilos d'or. Non, il y en avait 11 onces qui étaient ce qu'ils avaient pu trouver au cours des derniers mois. C'est rien d'extraordinaire, là. Et il faut savoir que dans les années 70 et 80, il y a des compagnies de minières qui se sont rendues, toute cette région-là des montagnes Coquitlam ont été inspectées par des groupes de recherche en minerais, en utilisant des techniques de résonance, des techniques soutenues, reconnues, qui sont utilisées dans le domaine des recherches minières. Il n'y a pas d'or dans les montagnes de Coquitlam. Il y en a... Comme n'importe où, là, tu sais, si tu creuserais sous la maison chez toi, tu risquerais peut-être de trouver à un moment donné une petite pépite ou quelque chose comme ça. Mais ce sont pas des régions, le type de roche ne permet pas d'imaginer d'importants gisements aurifères. Donc cette histoire-là, elle a été inventée. Il y a absolument rien, là. Il y a aucun, en dehors des légendes, des mensonges ou de la légende du folklore qu'on se répète de bouche à oreille, qui alimente les journaux, qui alimentent toutes sortes de spéculations. Si on essaie de faire un travail d'historien et de fouiller pour essayer de trouver des documents qui permettent d'étayer cette légende-là, il y a strictement rien. Donc, que les gens veulent regarder cette émission-là et qu'on suive ces prospecteurs-là à la recherche du trésor ou de l'or perdu Puis d'ailleurs, je ne vois pas d'où ça vient, la malédiction de l'homme mort. Je me rappelle avoir parlé avec des policiers de la GRC qui étaient bien au fait de cette histoire-là, puis c'est eux d'ailleurs qui m'ont aiguillé sur le dossier le dossier criminel de Slumac. Ils me racontaient que dans cette région-là, au début, là, on parle fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est vrai qu'il y a plusieurs prospecteurs qui ont disparu dans cette région-là. Je sais pas si c'est de là que vient leur idée de mettre dans le titre la malédiction du condamné, là. Puis le condamné, c'est clairement Slumac, là. Mais c'est pas vraiment une malédiction, hein. Pour les policiers qui connaissent bien l'histoire locale, les prospecteurs où se sont perdus dans cette région-là, où ils sont tombés sur des grizzlies, hein, parce qu'il y a quand même, faut se rappeler qu'on a une faune qui est assez agressive. Je me rappelle, quand j'étais là, je suis tombé nez à nez avec un grizzly, là. Ah ouais? Pour te dire,
j'étais là, je me rappelle, j'étais avec le caméraman, tout ça, et on voit le grizzly, là. Tu sais, on tournait, justement, je crois qu'on tournait ce truc-là sur Schlumack. On était sur un pont de voie ferrée, puis il y avait la rivière passait en dessous. Donc, on avait engagé des autochtones locaux qui étaient sur un canot, qui reproduisaient, c'était la reconstitution de cet événement-là. Et à un moment donné, le caméraman, Richard Hamel, qui est bien connu au Québec, se retourne et voit le grizzly. Il est sa voie ferrée. Fait que là, Hamel me dit, tabarne. Ouais, il y a un grizzly, là. Fait que, on décalisse. C'est exactement ce qu'on fait. On a ramassé notre fait. Écoute, tu vas pas affronter, on a reculé. Ben, tu sais, je dis, nez à nez, entendons-nous, il y avait quand même quelques dizaines de mètres qui nous séparaient. Mais tu sais, ça court vite, un grizzly, là. Tu sais, mais il est resté sur la voie ferrée, il nous a regardé, il a pas chargé vers nous, mais on n'a pas resté là. On s'est dit, on a sacré notre camp. Les deux, vous avez été surpris, puis vous avez continué votre vie après. C'est ça. On s'est dit qu'on a autre chose à faire. Hein? On a d'autres projets en tête, tu sais. Fait que donc, les prospecteurs qui sont allés dans cette région-là ont pu être attaqués par des grizzlies, par exemple. Ils ont pu se perdre, ils ont pu faire des chutes mortelles, parce que c'est quand même des montagnes qui sont relativement jeunes. Ça veut donc dire qu'ils ont des parois très escarpées, tout ça. Donc, il y a 1001 accidents qui ont pu survenir. Et il n'est pas interdit de penser qu'à cette époque-là, ils ont pu être aussi assassinés par des rivaux. Hein, il y avait des gens qui faisaient de la prospection avec des petits tamis. On a tous vu ça dans des vieux films. Là. Tu sais, les tamis, puis on passe les fonds des rivières avec le tamis dans l'espoir de trouver des pépites d'or. Ben, tu sais, éventuellement, si toi, t'es là, t'es un prospecteur, tu cherches dans une région, puis là, tu vois d'autres prospecteurs qui arrivent, ben, il peut y avoir de l'animosité, puis il est possible que certains d'entre eux aient été assassinés pour ça. La légende, il y a une légende qui est encore une légende, on n'a pas de preuve, mais tu sais, moi, quand je parlais avec l'historien, il disait, c'est pas interdit de penser qu'à un moment donné, Schlumack a pu être en possession de quelques pépites d'or, mais ça veut pas dire qu'il avait trouvé une mine. Il a peut-être lui-même assassiné des prospecteurs qui avaient trouvé des flocons d'or dans une rivière. Il y a rien là-dedans qui tient la route. C'est vraiment une histoire qu'on a inventée, qui fait partie d'un folklore local associé aux trésors perdus, les mines mystérieuses. Mais il n'y a pas un seul fondement historique là-dedans. Donc, si on regarde cette série-là, c'est important de retenir ça, d'avoir ça en tête, de se dire c'est bon, c'est divertissant. C'est un peu comme la malédiction d'Oak Island, mais il faut se rappeler que si vous essayez de creuser et de trouver des documents historiques qui donnent foi à cette histoire-là ou à ces légendes-là, il y a strictement rien. Et là, cette semaine, le gars, il est dans le bois, il fouille, il trouve un canif, un couteau suisse. Écoute, puis le bois est plus là, il y a rien que la lame qui s'ouvre. Ça devient le couteau de Schlumack. Comme s'il y avait que Schlumack qui avait passé dans le bois. Qui avait passé là, ouais. Schlumack was there. Ouais, c'est ça, tu sais, Schlumack was there, tu sais, c'est tabarnouche, c'est vraiment n'importe quoi, tu sais, moi, je m'en vais, me promène à Memphis, au Tennessee, puis je trouve un botch de cigarettes à terre. Ça veut pas dire que c'est un botch de cigarettes d'Elvis Presley. Mais il y a des chances? Ouais, il y a des chances. Il y a plus de chances d'en trouver à Memphis qu'à Québec. À moins que ce soit un botch de cigarettes de Martin Fontaine. Oui, aussi. Non, c'est ta raison. Mais bon, tu sais, tu comprends, mais c'est d'une stupidité, c'est navrant de voir ça. Tu dis, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Le gars trouve un canif, ça peut être le canif de Schlumack, ou ça peut être le canif de Schlumack. Ben oui, ça peut être le canif de Schlumack. Ça peut être le canif de Jésus aussi, ça peut être le canif de qui tu voudras. C'est du grand n'importe quoi pour essayer de nous entretenir une espèce de fantasme autour de ça. Donc, au moins, les gens qui nous ont écoutés ce soir le savent. Gâchez pas votre plaisir, regardez la série, mais vous savez maintenant que sur le fond, sur le plan de l'histoire, de l'archéologie, il n'y a absolument rien de vrai là-dedans, si ce n'est le meurtre de Schlumack qui a abattu Louis Bouvier et qui a été condamné et exécuté pour ce crime-là. Est-ce que c'est considéré comme étant basé sur des faits réels? Ben, écoute, c'est sûr combien que ben, c'est sûr que c'est basé sur des faits réels. Les gars, là, écoute, ils sont convaincus, là. Écoute, moi, j'écoutais ça, j'ai écouté 2 épisodes, là. Ils sont convaincus, là. Ils parlent de ça, puis oui, on a trouvé Schlumack, puis il y avait de l'or sur lui. On peut-tu le voir, ce document-là? Moi,
Non, visiblement, il n'y a aucun historien qui a vu ça. On a des histoires comme celle-là qui sont racontées dans la presse, mais ce sont des histoires qui paraissent dans la presse des années après les événements. Donc, on gonfle l'histoire, puis ça fait partie du mythe. Mais est-ce que tu peux arriver puis nous arriver clairement en disant, ben voici, on a des registres bancaires où on voit où le Schlumack a fait des dépôts importants. Il n'y a rien de ça qui existe. Donc, ces gens-là s'alimentent à travers la légende et ils la croient dure comme fer. Et là, ben, ils commencent, ils fouillent puis ils se promènent. Puis là, nous, les imbéciles, on est devant nos écrans puis on espère qu'il y aura un dénouement, qu'ils vont trouver le trésor de Schlumack. Comme ça fait 17 saisons qu'on est là à regarder des gars qui creusent à Oak Island. L'île doit ressembler à un gruyère maintenant tellement qu'ils ont creusé de trous là-dedans. Puis à part de trouver des bouts de bois puis des bouts de clous, ils n'ont strictement rien trouvé. Il y a un moment donné. Ce qu'on oublie, hein, il faut retenir ça. C'est une île qui était habitée. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui tient. C'est une île qui a été habitée. Que quelqu'un arrive là et dit « Oh, on a trouvé une pièce de monnaie qui date de 1872. » Ben, ça veut pas dire que c'est les Templiers qui ont emmené ça là. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui vivait dans l'île qui avait une pièce de monnaie de 1872. Moi, là, j'ai un paquet de scènes noires à la maison. Là. Si tu fouilles dans le paquet de scènes noires, là, tu vas sûrement trouver des années 40. Mais je tape pas au monde dans les années 40. Mais ça veut pas dire que j'en ai pas pour autant. C'est ça qu'on oublie. Ces gens-là se promènent dans l'île, ils trouvent toutes sortes de patentes, et c'est toujours les Templiers qui ont emmené ça. Ça vous tente pas à un moment donné de vous dire, là, ça se pourrait que ce soit les gens qui vivaient là, qui étaient en possession de ça, qui ont trouvé ça, qui ont hérité ça de leurs parents. Tu sais, le fait qu'on trouve un marteau du 17e siècle, ben ça se peut que ce soit le marteau du père et du grand-père et de l'arrière-grand-père d'un gars qui vivait dans l'île. Tu sais, on l'a passé de génération en génération, là. Ça veut pas dire qu'il y a fondamentalement un gars, fin du 17e siècle, qui est arrivé dans l'île puis est allé enterrer son marteau. Mais tu dis, mais mon Dieu, ils sont donc baignés, ça. Tu dis, collectivement, là, ces gens-là, là, quand ils mettent tous ensemble, là, ils sont 10 personnes qui creusent à Oak Island. C'est quoi le quotient intellectuel de ces gens-là? 15? C'est aberrant de voir la stupidité que ces gens-là essayent de nous servir en utilisant des belles paroles puis des contes, des analyses. Un bout de bois. Oh, on a fait analyser un bout de bois, puis c'est un bout de bois qui date du 15e siècle. Et le fait que le bout de bois date du 15e siècle, ça veut pas dire qu'il était enterré au 15e siècle. Non, tu comprends-tu? La grange qui est en arrière de chez toi, là, en 2022, mais qui a été construite il y a 200 ans, là, est encore là, debout, là. Si tu décides d'enterrer le bout de bois, ça veut pas dire que le bout de bois est enterré depuis 200 ans. Ça veut dire que le bois est vieux de 200 ans. C'est tout ce que ça veut dire. Tu dis, puis là, ils sont là, puis nous sortent... on a fait une analyse spectrographique, puis une analyse de densitométrie. C'est de la bullshit, ça. C'est de la bullshit. Il y a, dans le travail d'historien ou d'archéologue, il y a un phénomène qu'on appelle l'environnement archéologique. Donc, à partir du moment où tu trouves un bout de bois du 17e siècle, je te le dis, là, ça veut strictement rien dire. Le bout de bois devient important s'il est trouvé autour de d'autres objets qui datent de la même époque, donc des poteries du 17e. Tu trouves un bout de bois du 17e, analysé au carbone 14, on dit voilà, il date du 17e, début du 17e siècle. Tu trouves autour des poteries qui datent du début du 17e siècle. Tu trouves également du charbon. Là, c'est quelque chose qui a été brûlé. Et quand on analyse le charbon, on se dit, oh, il a été brûlé au 17e siècle, si on peut l'établir. Tu as un environnement archéologique qui te permet de dire, oh, ici, là, on est probablement en présence d'un campement qui date du 17e siècle. Mais le fait de trouver un bout de bois qui date de 500 ans enterré dans un paquet de boîtes, il a pu être enterré la semaine passée, ce bout de bois-là. Là. Ça veut strictement rien dire. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles et de nous entuber de cette manière-là. Encore une fois, je dis aux gens, ne gâchez pas votre plaisir, vous aimez ça regarder ces émissions-là, parfait, faites-le. Mais moi, qui dans mon cursus universitaire, j'avais des cours d'histoire, principalement sur le Mésoamérique, donc je pourrais longuement t'en parler des Incas, les Aztèques et tout le reste. Ouais. Quand je vois des trucs comme ceux-là,
j'ai le feu au cul. Parce que je me dis, ça n'a pas de bon sens qu'on nous prenne pour des caves pareil. Tu sais, c'est incroyable. Puis ça s'est ressenti ce soir. La morale de l'histoire. Ça m'a choqué, mais bon. Mais là, au moins, on le sait, le Schloumac, là, il n'y avait pas d'or. Non, c'est ça. Arrêtez de chercher tout le monde. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut pas laisser l'espoir nous rendre crédules. Non, c'est ça. On regarde ça, c'est du divertissement, mais dites-vous que l'important, c'est pas tant ce qu'on vous dit que ce qu'on ne vous dit pas. Parce que derrière ce qu'on vous dit, il y a toute une autre facette qu'on préfère vous garder dans l'ignorance parce que ça l'enlèverait un peu de la magie. Ben merci, Christian. Ça me fait plaisir. Je te laisse reprendre ton j'ai dit quelques gros mots, mais enfin. Ben non, j'ai aimé le feu au cul. Ouais, c'est ça. J'ai parlé avec mes tripes, puis c'est vrai que c'est des trucs qui me choquent. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle depuis plusieurs années maintenant j'ai cessé de faire du démarchage auprès des réseaux de télévision, tout ça, parce que je me rends compte que les réseaux n'ont plus d'intérêt de faire d'émissions où on montre la vérité. Peut-être encore à IC Explora ou quelques réseaux comme ça, mais de façon générale, on veut vendre du rêve, on veut pas vendre la vérité. La vérité, c'est pas payant. La vérité, c'est pas payant. Ça apporte pas d'argent, ça attire pas l'auditoire.